Bienvenue à ce nouveau webinaire consacré cette fois à un sujet sensible, mais indispensable, sur les mesures de prévention des entreprises en difficulté, qui sera animé par Maître François-Luc Simon, membre du Collège des experts de la FFF, et Maître Jean-Charles Simon, tous deux associés du cabinet éponyme, Maître Jean-Charles Simon étant spécialiste de ces problématiques. Avant de vous passer immédiatement la parole, messieurs, je voudrais simplement citer quelques chiffres. On a fait beaucoup de webinaires sur les mesures de soutien que tout le monde commence à avoir bien en tête, dont le PGE, le prêt garanti par l'État, fait partie. Et la FFF a fait un sondage auprès de ses adhérents pour savoir ce qu'il en était de ce prêt garanti par l'État. Et pour vous donner quelques chiffres à date, 90% de nos répondants étant des franchisés, eh bien 74% d'entre eux indiquent effectivement avoir sollicité un PGE et 60% avoir obtenu un préaccord de leur banque. 60%, 25% d'entre eux répondant que eh bien, c'est en cours. Et effectivement, une fois qu'ils ont obtenu le préaccord de la banque, les chiffres s'élèvent à 75% s'agissant de l'accord de la BPI. Donc, c'est effectivement partant de ces chiffres, partant de ce constat, que nous allons lancer la présentation. On va passer très rapidement sur les mesures de soutien, puisque ce n'est pas l'objet de ce webinaire, pour ensuite vous détailler les mesures de prévention qui s'offrent à vos entreprises et qui doivent être clairement appréhendées en ces moments compliqués. Alors, je passe la parole immédiatement, vous rappelant simplement des règles, on va dire, de bonne conduite que vous connaissez tous. Bien fermer les micros pendant le temps de la conférence et poser vos questions par le chat que vous avez à droite de l'écran. Nous tâcherons d'y répondre au fur et à mesure ou au fin de chaque paragraphe en fonction du volume des questions. Voilà, écoutez la parole, François-Luc, Jean-Charles, et vous remercie une nouvelle fois Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être ici. Remercier la Fédération, non seulement d'avoir organisé ces différents webinaires sur plusieurs semaines, mais surtout de l'avoir fait en respectant l'ordre naturel des choses, si je puis dire, le timing des questions qui vous sont apparues au fur et à mesure que nous entrions dans la crise, au fur et à mesure que nous prenions conscience de l'ampleur de cette crise dont je crois pouvoir dire qu'elle ne fait en réalité que commencer. Nous sommes entrés dans un autre monde, celui d'une crise planétaire dont les conséquences ne sont pas encore vraiment mesurables. Alors, comme vous le savez, la loi d'urgence du 23 mars 2020 et les ordonnances prises pour son application ont dû adapter l'économie et donc les textes. Et jusqu'à présent, les entreprises ont dû traiter les questions dites urgentes. J'entends, et vous l'avez rappelé, PGE, nouveaux prêts, aménagement des crédits existants, aide, chômage partiel, charges fiscales, charges sociales, les loyers. Et sur tous ces sujets, les textes se sont adaptés et continuent encore de s'adapter. Mais en réalité, ces questions sont déjà traitées aujourd'hui ou en passe d'être solutionnées. Et les entreprises vont maintenant devoir aborder des questions totalement nouvelles, des questions au moins aussi importantes que les précédentes, mais certainement plus structurantes encore, et au premier rang desquelles on trouve notamment celle de la prévention des entreprises en difficulté. Alors, 3 types de situations concrètes doivent, je crois, nous mener à ce type de domaine du droit. Primo, lorsque les perspectives de ces prochains mois se dégradent, que ce soit pour votre entreprise, vos clients, vos fournisseurs. Secondo, si vous ne parvenez pas à obtenir des prêts ou les aides mises à disposition. Ou tertio, si vous souhaitez saisir des opportunités en période de crise, il existe des solutions juridiques spécifiques aux droits des entreprises en difficulté, en plus des solutions purement opérationnelles. C'est la raison pour laquelle il m'est apparu inévitable d'organiser ce nouveau webinaire avec la Fédération qui va nous conduire à examiner ensemble des notions dont vous avez certainement déjà entendu parler,
mais que vos qualités de chef d'entreprise pour les uns, juriste pour les autres, ou plus largement conseil, vous obligent désormais à beaucoup mieux connaître. Alors, comme la plupart d'entre vous me connaissez, vous savez bien que je m'occupe depuis un certain temps des questions de droit économique, donc le droit des contrats, le droit de la distribution, de la franchise, de la concurrence, mais je n'interviendrai donc pas aujourd'hui, car ce sujet nécessite de faire appel à une autre catégorie de spécialistes pour être véritablement et sérieusement traité. C'est donc un spécialiste de l'entreprise en difficulté qui va intervenir aujourd'hui, un spécialiste reconnu en France qui intervient depuis 30 ans comme conseil des entreprises, des actionnaires, des dirigeants, des fonds d'investissement. Je veux parler de mon associé Jean-Charles Simon, qui répondra à vos questions, qui répondra à vos interrogations, vous éclairera sur les notions fondamentales de son domaine d'activité, médiation du crédit, mandat, conciliation, sauvegarde, redressement, pour vous permettre de mieux résoudre vos problématiques et vos questionnements. Merci à tous. Merci François-Luc. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Jean-Charles Simon et je vais essayer ce matin de vous donner quelques réflexes, en tout cas de vous faire partager mon expérience de l'entreprise en difficulté. C'est vrai que maintenant je pratique ce métier depuis un certain temps et que l'entreprise en difficulté m'occupe depuis plus de 30 ans aujourd'hui. J'ai voulu commencer cette présentation en vous faisant part de mon expérience sur ce qui me paraît presque essentiel lorsqu'on parle d'entreprise en difficulté. Je sais que nous sommes nombreux aujourd'hui et qu'il y a parmi vous de nombreux dirigeants. Je vous ai mis ce qui me paraît le plus important dans la période actuelle pour que le dirigeant. J'ai écrit de nombreux articles sur le dirigeant face à la crise et j'ai essayé de synthétiser ce qui me paraissait le plus important. Ne pas rester isolé, parce que souvent beaucoup de dirigeants se sentent isolés et sont isolés. C'est fondamental de ne pas rester isolé. Gérer son temps, bien sûr. Constituer une équipe interne, même resserrée, il faut que cette équipe dans l'entreprise, même si vous êtes 10 personnes, 15 personnes parce que vous êtes franchisé ou plus nombreux si vous êtes franchiseur, il faut une équipe interne qui soit resserrée pour traiter votre sujet, pour traiter la situation dans laquelle que vous êtes en train de traverser. Une équipe homogène, informée, réactive, soudée, c'est ces quatre qualités de cette équipe qui me paraissent fondamentaux. Constituer une équipe externe, du droit et du chiffre, éventuellement une équipe opérationnelle dans certains cas pour si vous êtes franchiseur lorsque c'est nécessaire. Certains conseils sont plus spécialisés dans certains domaines. Mais en tout cas, le chiffre et le droit s'allient dans les circonstances de la crise pour essayer de trouver des solutions. Cellule d'écoute parce que dans certaines organisations, il peut être nécessaire de mettre en place des personnels spécialisés qui vont écouter les salariés. Et puis pour le franchisé, tout simplement parce que parfois, c'est bien aussi de parler à quelqu'un qui est tiers, qui est étranger, et qui connaît rien de la situation, qui connaît rien de votre métier, mais qui vous écoute et qui a des clés pour vous aider à traverser la crise. Parce qu'il faut que vous sachiez que, et ça, beaucoup vous le diront, en tout cas les spécialistes, face à une crise, vous avez souvent peur. Et face à une peur, vous avez 3 réflexes. Soit vous allez avoir celui de la fuite, soit vous allez avoir celui de la sidération, et beaucoup ont été sidérés les 15 premiers jours du confinement, soit vous avez une réaction agressive. Et donc, ces phénomènes qu'on connaît tous, hein, la peur, la fuite, la sidération ou l'agressivité excessive, il faut parfois les canaliser. Et pour les canaliser, rien de mieux que d'en parler à des spécialistes. Bien sûr aussi, affirmer sa présence du management et affirmer la présence du dirigeant auprès des salariés. Vous êtes à la tête de l'entreprise, vous êtes le commandant et vous dirigez. Et dans cette période actuelle, c'est important que les salariés, même si vous êtes une petite équipe avec 5, 6 personnes, c'est important pour les salariés de savoir qu'il y a quelqu'un aux commandes. Et puis, bien sûr, dans cette période actuelle, assurer aux salariés qui sont restés en poste, je pense à l'alimentaire par exemple ou à d'autres, leur assurer une sécurité maximale, c'est aussi leur montrer que vous êtes à la tête de l'entreprise. L'exemplarité, ça va de soi. L'information, c'est important. Informer en interne, mais également informer en externe, c'est-à-dire informer vos partenaires.
les partenaires, les banquiers par exemple, ou vos principaux fournisseurs, ou lorsque vous êtes vos principaux clients, mais sur la franchise, c'est un petit peu plus, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, vos banquiers, vos principaux partenaires, vos fournisseurs, c'est important. Et il va de soi, bien sûr, de gérer et défendre sa trésorerie, mais cela, vous le savez déjà. Je passerai rapidement sur les mesures d'urgence décidées par le gouvernement parce que la mise en place de ces mesures d'urgence s'est passée différemment pour vous, pour les uns et pour les autres. Je vais y revenir simplement sur un point très précis. Et ces mesures d'urgence, en fait, on s'aperçoit avec l'expérience de ces dernières semaines qu'elles s'est passées différemment en fonction de la situation économique et financière de l'entreprise. Vous avez plus ou moins eu de mal, franchiseurs ou franchisés, plus ou moins eu de mal à mettre en place le PGE. On voit que pour les franchisés, ça a bien fonctionné. Mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Sur le lieu, ça dépend du lieu géographique, parce qu'on voit bien que les banques ou les directs qui mettent en place le chômage partiel ou les services de l'administration fiscale qui mettent en place les aménagements des charges fiscales et sociales, en fonction de la géographie, en fonction de la proximité avec les interlocuteurs, en fonction de l'intériorité de l'entreprise, tout ça s'est mis de manière un peu, pas tout à fait homogène dans toute la France. Et donc, il y a des particularités en fonction des régions, grandes villes, petites villes et de certaines régions. Les mesures, je vous les ai rappelées là. On ne va pas y revenir. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été consacrées à toutes ces mesures. Simplement, je vais juste faire un petit focus très rapide sur le médiateur du crédit parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas pu mettre en place le PGE et je ne voulais pas traiter le médiateur du crédit dans les préventions, mandat ad hoc, conciliation sur lesquelles on va revenir après parce que je pense que le médiateur du crédit sur le PGE a un vrai rôle à jouer. En fait, le PGE s'est mis de manière inégale, a pu être obtenu par les entreprises de manière inégale. Pour les franchiseurs, par exemple, c'est peut-être un peu plus compliqué que pour les franchisés pour des raisons diverses, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un blocage de la part de la banque pour mettre en place le PGE, effectivement, il faut essayer de trouver des solutions. Une des solutions, c'est le médiateur du crédit. C'est important parce que le médiateur du crédit, c'est un organisme, ou en tout cas, c'est quelqu'un une solution qui existe depuis un certain nombre d'années, et c'est la solution, je dirais, en cas de difficulté et de blocage entre les banques et les entreprises. C'est un service qui est gratuit, c'est confidentiel. Vous avez un premier contact avec le médiateur parce que c'est l'engagement 48 heures suivant le dépôt de votre dossier. Pendant cette période, d'ailleurs, vous avez un maintien des concours bancaires et vous allez avoir un traitement local de votre dossier avec le médiateur du crédit. Donc, le médiateur du crédit vous contacte dans les 48 heures et dans un délai très bref, en général, c'est un délai de 5 jours, les établissements bancaires sont informés et doivent essayer de trouver des solutions. Ça fonctionne bien actuellement, le médiateur du crédit. Si les difficultés, s'il y a des points de blocage, le médiateur du crédit intervient et propose des solutions aux parties. C'est une des solutions pour le PGE. Il faut bien avouer que le médiateur du crédit actuellement est quand même très sollicité, que ça dépend là encore des régions, ça dépend des équipes qui peuvent être mobilisées ou pas. Mais enfin, il est intéressant de connaître son existence lorsqu'effectivement il y a un point de blocage, soit pour le PGE, soit de tout autre ordre avec les banques, avec ces banques. Et c'est un point important parce que aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on connaît peu et qui finalement a retrouvé, je dirais, une seconde jeunesse, si je puis m'exprimer ainsi, dans la crise actuelle où il est effectivement très, très utile. Alors, donc, je ne reviendrai pas sur les autres points hein, des mesures d'urgence, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, il me paraît, et c'est important pour la suite des événements, c'est que, en fait, comme le disait François-Luc tout à l'heure, on n'en est qu'au début. On n'est qu'au début de la situation parce que finalement, on s'est tous trouvés dans la période actuelle dans ce que j'appelle une période protégée. Finalement, quand vous regardez ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines, depuis 6 semaines,
Il faut savoir que je fais partie d'une association un peu du type de la fédération qui s'appelle l'ARE, qui est une association où vous avez tous les acteurs du retournement en France. Nous sommes 200 dans cette association. Nous avons partagé les pratiques et donc les solutions ou les différentes solutions qui peuvent se présenter. Et surtout, on a essayé de comprendre au fur et à mesure comment se mettait en place le PGE et les différentes mesures d'urgence. Et puis, durant toute cette période, notre travail, ça a été aussi de faire évoluer les textes. Parce que vous avez sans doute remarqué que les textes ont évolué, notamment sur les mesures urgentes. Les textes ont évolué pendant ces dernières semaines et ils ont évolué parce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure que les textes étaient plus ou moins utiles, plus ou moins adaptés et qu'il fallait sans doute les faire évoluer. D'ailleurs, sur l'évolution de ces textes, vous avez par exemple dans les autres prêts qui étaient directement accordés par la BPI, vous aviez un prêt qui était le prêt à tout. Ce prêt a purement et simplement disparu parce que, et pour une raison qui est simple, on va y revenir, parce que tout simplement la BPI au début a doté le fonds, s'est doté d'un certain nombre de moyens qui ont été aspirés au niveau du prêt à tout immédiatement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prêt à tout a été supprimé tout simplement parce qu'il n'y avait plus de fonds sur ce prêt à tout. Alors, tout n'est pas. Et ça, quand vous avez fait, et lorsqu'il y a quelques semaines, vous avez peut-être parlé du PGE, vous avez peut-être parlé aussi du prêt à tout, mais le prêt à tout, depuis quelques jours, il n'y en a plus. Bon. À la place, vous avez quand même aujourd'hui, pour les franchisés surtout, je parle pour eux, vous avez le prêt rebond. Qui est un prêt qui a été bonifié sur 7 ans avec 2 ans de différé. C'est le prêt de 10 000 à 300 000 euros, donc avec des échéances trimestrielles, ça correspond assez bien, je pense, aux besoins des franchisés. Et là, aucune garantie n'est demandée pour le dirigeant ni sur les actifs de la société. Donc c'est important. Et puis pour ceux qui ont déjà un prêt BPI, parce que peut-être certains d'entre vous ont déjà peut-être un prêt BPI, en fait, on supprime le prêt à tout a été supprimé parce qu'il n'y avait plus de fonds, mais la BPI va faire des PGE pour le coup pour les entreprises qui ont déjà un prêt BPI. Donc elle se substitue en quelque sorte aux banques, pas dans le cadre du prêt à tout, mais pour renforcer les prêts qu'elle a déjà octroyés. Alors c'est important parce que en fait, quand je parle des mesures urgentes, d'une manière générale, c'est que le fait d'avoir mis en place des mesures urgentes, ça relève de la responsabilité de chacun. Autrement dit, tout dirigeant d'entreprise devait, au niveau de cette crise, et doit encore, s'il ne l'a pas fait aujourd'hui, mettre en place les mesures urgentes. La première chose que tout le monde vous demandera, que ce soit ceux avec lesquels vous avez des relations contractuelles, ou ce soit vos banquiers, ou que ce soit des fournisseurs, ou que ce soit d'autres interlocuteurs, tout le monde vous demandera si vous avez mis en place des mesures urgentes, parce que les mesures urgentes, c'était finalement ce qu'il fallait faire pendant ces dernières semaines. Et encore une fois, on est dans ces semaines actuelles, on est dans une période protégée. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'aujourd'hui, le gros de la vague n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, on est dans une période où il y a finalement assez peu de procédures collectives. Que vous sachiez, il y a moins de procédures collectives au mois de mars et au mois d'avril 2020 qu'il n'y en avait en 2019, et de manière très significative, plus de 50%. Donc ça veut dire, et pourquoi? On va y revenir dans quelques instants, tout simplement parce que la notion de cessation des paiements, on l'a arrêtée le 12 mars 2020, et qu'on considère que toutes les entreprises qui n'étaient pas en état de cessation le 12 mars 2020 ne le seront pas pendant une certaine période de plusieurs mois, le temps que la situation évolue. Et donc, beaucoup moins d'entreprises, pas très peu, mais beaucoup moins d'entreprises ont déposé le bilan, et ont déposé le bilan parce qu'elles ont préféré mettre en place les mesures urgentes, essayer de trouver les solutions pour retenir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, et mettre en place ces mesures urgentes. Donc on est actuellement dans une période, comme je dis, protégée, un peu intermédiaire. Les spécialistes de l'entreprise en difficulté considèrent aujourd'hui que nous allons avoir 3 saisons. Nous allons avoir la saison 1, qui est la saison du mois de mars jusqu'au mois de juin, à peu près, qui est une saison, encore une fois, un peu protégée, un peu temporaire, pendant laquelle vous avez mis en place vos mesures urgentes parce qu'il fallait le faire et c'était indispensable de le faire, pendant laquelle il va y avoir un déconfinement le 11 mai, mais on voit bien que ce déconfinement, il va être très partiel, il va être progressif. Je ne reviendrai pas sur les conditions du déconfinement à partir du 11 mai. On en saura un petit peu plus à partir du 7, mais enfin, on voit bien que ça va être très progressif.
Tout cela va nous amener à la fin du mois de mai. Le mois de juin, pareil, on va commencer à voir, notamment dans certains secteurs d'activité qui pourraient peut-être réouvrir, qui seront fermés puisqu'il n'y aura pas le déconfinement pour eux. Je parle en particulier des cafés et des restaurants qui sont dans vos métiers très impactés actuellement. Et donc, on considère qu'il va y avoir cette saison 1 qui est la période du confinement, une espèce de saison 2 à partir du 11 mai qui va nous amener jusqu'à l'été. Et puis après, il va y avoir très certainement une saison 3 qui, elle, va être la saison 3 la plus difficile parce que cette saison 3, elle va démarrer pendant l'été et elle va durer quelques mois pendant laquelle, en fin de compte, certaines entreprises vont réussir à s'en sortir, d'autres entreprises ne s'en sortiront pas. C'est la raison pour laquelle notre propos ce matin, c'est aussi de vous expliquer qu'il existe des mesures de prévention, des mesures qui vous permettent de prévenir et d'anticiper ces situations pour éviter qu'elles ne vous conduisent finalement à des situations irrémédiablement compromises qui ne vous permettraient pas d'en sortir. J'ai essayé de vous synthétiser ici finalement les différentes dans l'entreprise en difficulté, il y a différentes étapes et j'ai essayé de vous les synthétiser ici. Tout d'abord, vous avez des procédures qui sont des procédures amiables et confidentielles, qui sont les procédures de mandat ad hoc et de conciliation, où il ne faut pas, et nous y reviendrons après, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. En fait, ce qui est et donc pendant cette période où vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, ou si dans le cadre de la conciliation, la cessation des paiements n'est pas depuis 45 jours, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes en difficulté, vous avez la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur, et qui en fait sont des administrateurs judiciaires, c'est leur première fonction, mais ils sont aussi mandataires ad hoc ou conciliateurs. Et l'avantage de ces procédures, c'est que ce sont des procédures confidentielles, sauf lorsque vous demandez une homologation parce que vous avez finalement passé un accord avec vos créanciers, elle ne le sera plus, mais en règle générale, ce sont des procédures confidentielles. Ce sont des mandataires de justice qui sont nommés par le tribunal à votre demande, à la demande de l'entreprise. Et vous avez aujourd'hui, à la fois concernant le mandataire et à la fois concernant le conciliateur, vous pouvez demander le mandataire de justice que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous ne pouviez pas choisir votre mandataire ou votre conciliateur, et aujourd'hui, vous pouvez le faire. La durée n'est pas limitée du mandataire ad hoc, la durée n'est pas limitée de ses fonctions n'est pas limitée, alors que dans le cadre de la conciliation, la durée de son mandat est plus limitée et elle peut être, le cas échéant, prolongée, mais et il y a la possibilité aussi d'engager une deuxième conciliation, mais avec une période pendant laquelle vous ne pouvez pas le faire, qui est de 3 mois. Tout ça pour vous dire que ces 2 premières procédures sont des procédures qui sont très intéressantes dans la mesure où elles sont d'abord confidentielles et elles vous permettent d'avoir un auxiliaire de justice sous la protection du tribunal qui va vous aider à gérer vos difficultés et qui va vous aider à prévenir et à anticiper un éventuel état de cessation des paiements, puisque vous l'avez compris, dans le cadre du mandat ad hoc, vous n'êtes pas en cessation des paiements et dans le cadre de la conciliation, vous n'êtes pas non plus en cessation des paiements, sauf si vous l'êtes depuis moins de 45 jours. Alors, sur cette notion de cessation des paiements, juste 2 mots, il y a une définition qui rappelle que l'état de cessation des paiements, c'est pouvoir faire face avec son actif disponible à son passif exigible. On y reviendra tout à l'heure parce que la notion de cessation des paiements, elle a été figée par l'État au 12 mars 2020. Mais je dirais que d'une manière générale, je vais le dire comme ça, à moins que la situation soit irrémédiablement obérée, il y a d'une manière générale une certaine souplesse dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements, a fortiori dans la situation actuelle. Alors, dans quel cas on va mettre en place un mandat ad hoc ou une conciliation? Je crois que dans la période actuelle, en dehors des mesures urgentes,
en dehors de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent pour essayer de faire face à cette situation, eh bien, il faut malgré tout essayer d'avoir une vision, et je suis sûr que vous l'avez, mais je me dois de vous le rappeler, une vision prospective de ce qui va se passer dans les prochains mois. Si vous avez demandé un PGE, les uns et les autres, vous avez peut-être, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais si vous avez demandé un PGE, vous avez dû normalement produire un plan de trésorerie. Et effectivement, ça commence par là, parce que l'état de cessation des paiements, lorsqu'on dit faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ça passe aussi par une appréciation de la situation au regard de sa trésorerie. Et vous avez dû, normalement, lorsque vous avez déposé votre dossier de PGE, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou pour ceux qui l'ont déjà fait, qui auraient été refusés, souvent c'est parce qu'il n'est pas présenté selon un certain standard bancaire pour la présentation du PGE. Mais en tout cas, nous, les PGE qu'on a présentés pour nos clients, on les présente comme n'importe quel dossier de financement et on considère qu'un PGE, ça se présente aux banques comme n'importe quel financement. Et donc, s'il y a une présentation qui est faite aux banques d'un dossier PGE comme n'importe quel financement, il y a un plan de trésorerie. Et si vous avez fait ce plan de trésorerie, vous avez dû voir éventuellement quels étaient les écarts ce qu'on appelle un écart de sensibilité. Donc, en quelque sorte, ce qui pourrait vous mettre en danger dans la situation actuelle, même si vous avez le PGE, et par exemple, si l'activité ne reprend pas dans telle ou telle condition, par exemple, si le chômage partiel, vous l'avez obtenu partiellement à 50% ou à 100%, dans votre cas très souvent à 100%, ou bien si les charges fiscales et sociales n'ont pas été reportées comme vous le souhaitiez, etc. Mais en tout cas, vous avez déjà sans doute les uns et les autres une idée de l'appréciation éventuelle de votre état de cessation des paiements. Si vous avez eu le PGE, normalement, je vous rappelle que le PGE est fait justement pour éviter de cet état de cessation des paiements. Et le PGE, il est fait pour assurer votre trésorerie pendant la période actuelle. Et j'insiste sur ce point-là, pardon. Le PGE n'est pas fait pour augmenter son salaire, n'est pas fait pour payer des dividendes ou n'est pas fait pour rembourser d'autres dettes qu'on avait antérieurement. Le PGE, a priori, vous ne devez pas être en cessation des paiements et il est fait pour vous assurer votre trésorerie sur une période. Faites attention parce que si demain, vous deviez déposer le bilan et si vous aviez fait une utilisation non conforme du PGE, nous pressentons, je dis nous, les acteurs du monde de l'entreprise en difficulté, qu'il pourrait y avoir des actions en responsabilité engagées parce qu'on aurait utilisé le PGE à d'autres fins que celles qui sont celles attendues et donc on pourrait venir vous dire que vous n'en avez pas fait une utilisation à bon escient. Un autre exemple, parce que je l'ai entendu, rembourser les emprunts, d'autres emprunts que vous auriez avec le PGE, rembourser d'autres emprunts que vous auriez parce que vous êtes caution, par exemple. Et demain, vous déposeriez le bilan. Je suis sûr que l'administrateur judiciaire ou le liquidateur vous feront grief d'un tel comportement. J'attire votre attention là-dessus. Pourquoi? Parce que finalement, tout ça a été fait pour que ce qu'on appelle le crédit interentreprise. Donc, le crédit interentreprise, c'est tout ce qui circule entre les entreprises. Vous payez votre fournisseur et vos clients vous payent. Donc, il y a ce crédit interentreprise, c'est 700 milliards d'euros en France. Et au regard de ces 700 millions d'euros, de ces 700 milliards d'euros en France, on va engager 300 milliards d'euros de PGE, justement pour essayer d'éviter qu'il n'y ait rupture dans ce crédit interentreprise. Et c'est pour ça que ce PGE a été fait. Et donc, vous savez, avec votre plan de trésorerie, si vous ne l'avez fait, je vous encourage évidemment à le faire immédiatement. Et vous savez, avec votre plan de trésorerie, vous savez finalement où vous en êtes avec le PGE et a fortiori sans le PGE. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas réussi à obtenir le plan de PGE, ils doivent être conscients de leur trésorerie, je dirais jusqu'au mois de septembre. Quand vous avez à l'esprit qu'il y a 3 séquences, saison 1 jusqu'au 11 mai, saison 2 jusqu'à l'été, saison 3 à partir de l'été et à partir du mois de septembre. Et donc, ce que je conseille à toutes les entreprises, c'est d'essayer d'anticiper un minima jusqu'à la fin de l'année
et à minima d'anticiper la situation jusqu'à la fin de l'année en prévoyant des écarts de sensibilité. Alors je sais que c'est difficile, hein, on est au chevet, je dirais, des entreprises tous les jours, hein, et bien malin celui qui va être devin, surtout dans vos activités, quelles qu'elles soient. Est-ce que les consommateurs vont revenir? Est-ce qu'ils vont revenir plutôt dans les centres-villes? Est-ce qu'ils vont plutôt revenir dans les centres commerciaux? Heu, que vont-ils consommer? Personne n'a de réponse. Ça, et vous pouvez être sûr que là-dessus, on ne vous reprochera jamais d'avoir manqué, comment dirais-je, de prospective pour savoir quel va être le comportement des uns et des autres entre le 11 mai et les vacances d'été, s'il y a des vacances d'été, comme nous avons l'habitude d'avoir des vacances d'été. Mais enfin, il faut essayer de prévenir, il faut essayer d'anticiper. Et je crois que le meilleur moyen, parce que de toute façon, sur le plan opérationnel et sur le plan de votre activité, vous avez non pas peu d'informations, mais c'est très difficile de pouvoir anticiper de ce point de vue-là. Les choses vont se passer progressivement. Hier, j'étais avec un chef d'entreprise et il me disait, Jean-Charles, bon, on va voir à partir du 11 mai comment les choses se mettent en place, mais on sait aussi qu'il y a d'autres secteurs d'activité comme les cafés et les restaurants qui, eux, vont rester fermés. Donc, eux, ils ont d'autres sujets. Mais ceux qui vont pouvoir réouvrir, la question est que va-t-il se passer et quelle va être la fréquentation de nos établissements. Donc, à mon avis, tout doit partir de vos projections de trésorerie et de savoir finalement, avec ou sans PGE, avec ou mise en place des mesures urgentes, où vous en êtes. Et en fonction de cela, soit vous êtes déjà en état de cessation des paiements, mais ça, ce sera la seconde partie de notre exposé, soit vous allez, comment dirais-je, soit vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes un peu plus confortable, vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, encore que dans la sauvegarde, vous n'êtes pas non plus en état de cessation des paiements, mais vous avez un petit peu plus de temps pour anticiper. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui, comment dirais-je, votre plan de trésorerie que vous faites avec votre expert comptable ou que vous faites en interne, peu importe, c'est votre plan de trésorerie qui vous guide un peu et qui vous donne un peu le chemin. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, à minima, il faut que vous ayez et que vous essayiez de vous donner une visibilité jusqu'à la fin de l'année avec des scénarios plus ou moins positifs. Aujourd'hui, il faut savoir que les professionnels comme nous, au sein de nos organisations, nous avons essayé de sectoriser les différents secteurs d'activité en France. On a 22 secteurs d'activité. On a considéré qu'il y avait des secteurs qui étaient peu en danger, des secteurs pour lesquels la reprise allait se faire à peu près normalement, mais de manière progressive. Et puis, on a identifié deux catégories de secteurs d'activité. Dedans, il y en a 22 total, il y a 22 secteurs d'activité au total. Il y a deux catégories où on pense que les difficultés iront de grave à très grave. Et dans les très graves, vous avez trois secteurs d'activité. Donc, il faut aussi que de votre côté, vous arriviez à avoir des scénarios différents, un scénario toujours avec votre fil conducteur de la trésorerie, hein, c'est ça qui va vous guider, avec un scénario positif, ou voilà, un scénario avec une reprise un petit peu plus progressive, et il faut que vous anticipiez aussi des scénarios plus graves. Des scénarios où vous allez vous dire que vous risquez de vous trouver dans un état de cessation des paiements à très court terme. Et ça, vous devez les anticiper. Parce que quand vous allez être dans un état de cessation des paiements, quand vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas encore en cessation des paiements, mais où finalement le mandat ad hoc et la conciliation ne vont plus vous servir à grand-chose, il faudra peut-être envisager, s'il en est encore temps, la sauvegarde. Et parce que demain, si vous vous retrouvez en état de cessation des paiements, vous n'aurez d'autre choix que le redressement judiciaire et peut-être même que la liquidation judiciaire s'imposera à vous. Donc, cette anticipation, vous devez absolument la faire. Alors, vous la faites, comme je le disais tout à l'heure, soit vous allez la faire avec des avocats, votre expert comptable, soit avec d'autres professionnels, peu importe, mais il faut absolument la faire parce que c'est nécessaire. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde, ce sujet-là concerne tout le monde, et ne pas le faire, ça vous met vraiment en danger. Mais je suis sûr que les uns et les autres y avaient déjà pensé. Concernant le mandat ad hoc, d'abord,
ce qu'il faut savoir d'une manière un peu plus générale sur ce traitement amiable des procédures préventives, avant de parler des atouts et faiblesses du mandat ad hoc, je voudrais juste revenir sur les atouts et les faiblesses de ces procédures préventives. D'abord, ce qui est important dans ces procédures, vous anticipez des difficultés, où vous avez par exemple une difficulté avec votre banquier, où vous auriez par exemple des difficultés à mettre en place les mesures de charges fiscales et sociales. Ce n'est pas le cas, hein. Je dirais que les services de l'État, de ce point de vue-là, ont été très enfin, très positifs et j'ai très peu de cas en tête où le report des charges fiscales et sociales n'a pas pu intervenir. J'en ai qu'un en fait sur tout ce qu'on a vu depuis ces dernières semaines. Et donc, le mandat ad hoc et la conciliation, il faut les réserver à des situations de blocage. Avec la banque, PGE ou pas PGE, ou dans d'autres situations avec les banques, parce que les banques, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les banques, elles ont elles-mêmes les pressions. Le collaborateur de votre agence ou le directeur de région ou des engagements, enfin, ou de ceux, pas des engagements, mais le directeur pour les plus grosses entreprises avec lesquelles vous discutez au niveau régional, ils ont eux-mêmes la pression. Hein. On leur dit faites des PGE, soyez compréhensifs à l'égard des entreprises. En même temps, sur les PGE, on commence à entendre aujourd'hui que l'État, dans certains cas, ne donnera pas véritablement sa garantie. Ils donneront la garantie dans le cadre du PGE, mais ils pourront faire grief demain aux banques des conditions dans lesquelles elles ont accordé les crédits parce qu'ils n'ont pas été suffisamment prudents. Donc, bon, tout ça pour dire que ces mesures de mandat ad hoc et de conciliation, en réalité, elles doivent être réservées à des solutions de blocage lorsque vous n'arrivez pas à discuter avec vos interlocuteurs. Et ce qui est important de savoir, c'est que les critères d'ouverture sont très souples. Vous verrez dans ce qui vous sera communiqué ultérieurement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce sont des critères, des critères d'ouverture qui sont très souples. Ce qui est important, c'est que vous n'avez pas de dessaisissement des pouvoirs de gestion. Donc, vous restez à la tête de votre entreprise dans le mandat ad hoc et la conciliation. L'ouverture de ces procédures, elle est à votre initiative, à l'initiative exclusive du dirigeant. Donc, ça, c'est un point qui est bien sûr important. Et puis, ça vous donne un cadre qui est complètement sécurisé, qui est propice à la négociation par la désignation de ce professionnel qui est mandataire de justice, qui va être chargé de conduire des négociations sous le contrôle du juge, parce que le juge est toujours informé. Pourquoi le juge est informé? C'est pour éviter que pendant cette période pendant laquelle on discute de manière amiable avec un professionnel, sous l'égide d'un professionnel, si vous vous retrouvez en cessation des paiements, il faut quand même qu'il y ait une information qui circule de ce point de vue-là. Donc, effectivement, quand le juge n'a aucun pouvoir en réalité, et le mandataire de justice, pas l'administrateur judiciaire, le mandataire ad hoc ou le conciliateur n'a pas non plus de pouvoir coercitif quelconque, mais puisque le mandataire ad hoc ou le conciliateur sont là pour vous aider à négocier avec celui avec lequel vous avez des difficultés. Mais si effectivement vous vous retrouviez en état de cessation des paiements durant la période, effectivement, là, il faut qu'ils en soient informés. C'est une procédure, ce sont des procédures, comme je le disais, totalement confidentielles. Voilà. Et elles peuvent mettre en place des mesures dérogatoires au droit commun pour faciliter les négociations. Donc, si là, aujourd'hui, vous sentez poindre des difficultés, alors les difficultés, elles vont être de quel ordre? Excusez-moi, je suis en train de vous interrompre. Juste une question qui est posée, qui est importante, je pense. Comment est rémunéré le mandataire ad hoc? Par qui, sous quelles conditions? Alors, le mandataire ad hoc, il faut savoir que la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est libre. Mais elle n'est pas si libre que ça, puisqu'on a voulu, comme vous l'a dit François-Luc tout à l'heure, j'ai une certaine expérience et donc il y a eu quelques errements dans les années, jusqu'à une certaine période, on va dire. Et depuis quelques années, en réalité, avant que le mandataire ad hoc ou le conciliateur n'intervienne, il va vous faire une proposition d'honoraire. Et cette proposition d'honoraire, elle va être acceptée par le juge et elle va même être annexée à la décision qui va être rendue par le juge de nommer le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Et donc, vous aurez compris que c'est encadré. Certains facturent au taux horaire, d'autres facturent au forfait. Mais en tout cas, il y aura toujours un contrôle du juge. Et aujourd'hui, de toute manière, la concurrence entre les professionnels est telle qu'il y a une espèce tout le monde fait attention au montant des honoraires en fonction de la nature des dossiers. Hein. Donc, de ce point de vue-là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un honoraire dont
qu'on ne connaît pas à l'avance. Au contraire, c'est un honoraire qu'on connaît à l'avance parce qu'il va être porté tout de suite à la connaissance du juge. Et je dirais même qu'en réalité, notamment sur des dossiers un peu significatifs, le juge se fait même couvrir dans certains cas par le procureur pour éviter qu'il y ait quelques reproches ultérieurement. Donc là-dessus, pas vraiment de crainte. Vous savez dès le départ comment la situation va être traitée et vous savez dès le départ quel sera le montant des honoraires que vous aurez à verser. La plupart du temps, en réalité, vous avez un honoraire qui est, on va dire, un honoraire fixe et vous avez un honoraire de résultat ou de satisfaction en fonction de la réussite. Autrement dit, est-ce que finalement, sous l'égide du professionnel mandataire ad hoc ou conciliateur, est-ce que vous avez réussi à obtenir quelque chose et est-ce que la négociation que vous avez eue avec votre interlocuteur a été satisfaisante ou pas? Sur ces sujets de mandat ad hoc et de conciliation, donc toujours avec le fil qui est le fil de la trésorerie et de votre plan de trésorerie, de votre plan d'activité, etc., vous allez probablement, dans les prochains mois, avoir 2 types de difficultés, comme je les ressens aujourd'hui. Vous allez avoir alors, en fait, 3 types, mais j'en vais en traiter 2 immédiatement. Vous allez avoir d'abord des difficultés qui sont liées à la situation financière, à la situation et vos relations avec les banques. Bon. Vous avez eu un PGE, vous n'avez pas eu de PGE, le PGE a suffi ou le PGE n'a pas suffi. Il faut savoir aujourd'hui que il y a un vrai sujet qui est un sujet qui est en train d'être traité à Bercy parce que c'est une situation qui est compliquée. Dans le cadre, lorsqu'on vous accorde le PGE, vous avez ce qu'on appelle un délai de carence. Et pendant ce délai de carence, la garantie ne court pas. Autrement dit, si vous déposez le bilan dans le délai de 2 mois de votre PGE, il n'y aura pas de garantie pour les banques. Alors, les banques sont en train actuellement d'obtenir satisfaction de ce point de vue-là, mais bon, c'est un sujet. Donc, imaginons, vous obtenez le PGE, vous déposez quelques temps après, ou en tout cas, le PGE n'est pas suffisant, ou le plan de trésorerie n'est pas respecté. Enfin, il peut y avoir des tas de sujets qui vont crisper votre relation avec la banque. Et moi, je pressens qu'il y a un certain nombre de PGE. Alors, je ne vous parle pas des PGE, je ne vous parle pas du PGE de Darty à 500 millions d'euros. Hein. Bon, je vous parle de PGE où finalement il a été accordé de manière un peu automatique dans certains cas, et avec ou sans plan de trésorerie, mais on voit que ça ne suffit pas. On voit que ça ne suffit pas. Et là, il faut faire attention parce que moi, je pressens, en tout cas c'est mon avis, je pressens que la relation avec les banques peuvent se crisper à ce moment-là parce que de toute manière, la situation avec les banques, et gardez bien à l'esprit ce que je vais vous dire, la situation avec les banques, elle va se crisper donc de toute manière à l'horizon de la fin de l'année. Elle va se crisper pour une raison très simple, c'est qu'une fois que tous les PGE auront été accordés, vous allez avoir un très grand nombre d'entreprises qui, malgré tout, vont avoir des difficultés pour s'en sortir. Donc, il va falloir mettre en place des garanties, d'une part, et puis d'autre part, vous allez avoir probablement beaucoup moins de ressources financières du PGE à partir du mois de septembre ou octobre, parce que tellement de gens demandent le PGE que je pressens qu'à partir du mois de septembre ou octobre, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis surtout, il va falloir penser à l'après, c'est-à-dire à partir de 2021. Vous savez que le PGE, vous avez soit la possibilité de le rembourser au bout d'1 an, soit ensuite de le rembourser pendant une période de 5 ans. Et en réalité, probablement beaucoup demanderont, parce qu'il ne pourra pas être refusé, demanderont, alors non, il peut dans certains cas, pardon, l'échéance sur 5 ans, ensuite peut éventuellement dans certains cas être refusé. Mais à un moment donné, si vous voulez, je vais le dire comme ça, il va falloir redevenir raisonnable dans les fondamentaux de ce qu'est la relation bancaire. Je ne dis pas qu'on n'est pas raisonnable actuellement, mais on est dans une situation d'exception. Donc cette situation de retour en quelque sorte à une certaine normalité dans la relation bancaire, tout le monde c'est pas subir les conséquences d'ailleurs, c'est tout le monde va y être confronté. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif à la manière dont votre trésorerie et votre plan de trésorerie va être respecté, très attentif à votre relation bancaire. Et si
qui est pour moi, qui va être un sujet. Et si effectivement vous pressentez des difficultés, il faut à un moment donné peut-être penser au mandat ad hoc, pour que cette relation avec la banque, elle se fluidifie. Alors, il faut faire attention parce que les banques aussi, quand elles entendent parler de mandat ad hoc ou de médiation du crédit, elles deviennent encore plus frileuses. Donc, il faut juste avoir à vos côtés les bons professionnels, votre expert comptable s'il connaît bien le sujet ou l'avocat s'il connaît bien le sujet. Il faut juste avoir le bon professionnel pour doser avec lui. Est-ce que je vais, parce que ma situation bancaire s'est tendue, est-ce que je fais appel au médiateur du crédit? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que je fais un mandat ad hoc? Est-ce que je suis déjà limite en cessation des paiements, en tout cas, mais pas depuis plus de 45 jours et je fais une conciliation? Il faut à ce moment-là que dès que vous sentez que la relation peut se tendre avec votre interlocuteur bancaire, il faut absolument que vous réfléchissiez à ces procédures amiables confidentielles, dont la seule faiblesse en réalité, parce que bon, tout ça, je vous ai donné les atouts jusqu'à présent, dont la seule faiblesse, c'est que le passif n'est pas gelé pendant cette période, donc pendant la période de mandat ad hoc qui peut durer plusieurs mois ou la procédure de conciliation qui va durer 4 mois. Le passif n'est pas gelé. Les créanciers n'ont pas l'obligation de participer à la procédure. Bon, en règle générale, ils y participent volontiers. Vous ne verrez jamais un créancier, notamment bancaire, refuser le mandat ad hoc ou la conciliation. Et puis surtout, les efforts qui sont demandés aux créanciers, c'est des efforts qui sont librement consentis, sauf dans la période en conciliation où vous pouvez, le cas échéant, de demander des délais. C'est des délais qui sont entre guillemets forcés par le tribunal et qui peuvent être demandés dans le cadre de la conciliation. Ce mandat ad hoc et cette conciliation, premier cas dans lequel vous allez l'utiliser, probablement le cas de vos relations bancaires. Et encore une fois, je vais vous le dire comme ça doit être votre obsession. Mais je le sais déjà que c'est votre obsession et que ces sujets de trésorerie, vous y êtes attentifs tous les jours. Le deuxième cas que je vois assez bien, c'est la relation avec le bailleur. Parce qu'aujourd'hui, la situation des bailleurs, elle est pas figée dans ce qui peut être demandé aux bailleurs. Vous avez des situations très inégales en fonction, est-ce que votre bailleur est un institutionnel? Est-ce que le bailleur est un financier? Est-ce que le bailleur est issu du monde de l'assurance ou de la banque? Est-ce que le bailleur est une société familiale? Vous avez des cas extrêmement hétérogènes et il est, on voit que certains bailleurs font des efforts importants, même certains bailleurs ont écrit à leurs locataires pour leur dire que ils ne demanderaient pas le loyer était annulé sur le mois d'avril, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Et puis, dans certains cas, avec certains bailleurs, l'intérêt sera peut-être d'aller négocier autre chose que l'annulation du mois d'avril ou même du mois de mai. Donc, c'est le deuxième cas où vous allez pouvoir éventuellement demander la nomination d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur parce que vous avez des situations comme ça qui vont être un peu particulières à gérer. C'est avec le bailleur, mais ça peut être aussi d'autres situations contractuelles. C'était le troisième cas dont je voulais parler. Ça peut être aussi des situations contractuelles par ailleurs que vous allez avoir à gérer. Et le mandataire ad hoc et le conciliateur sont très utiles pour cela. Alors, vous aurez dans la présentation qu'on vous adressera tout à l'heure, après cette conférence, enfin après cet échange, vous aurez donc dans le support la présentation et les atouts et les faiblesses. Outre ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le caractère confidentiel, aucun critère d'ouverture, comme je viens de vous le dire, tout type de difficulté peut justifier l'ouverture d'un mandat ad hoc. On vient de le voir. Absence de cessation des paiements, on en a parlé. La limitation également. C'est vrai que une autre faiblesse du mandat ad hoc ou de la conciliation, encore qu'aujourd'hui, que ce soit avec les banques ou que ce soit dans le cadre des contrats de location immobilière, enfin des contrats de baux commerciaux, c'est vrai que l'accord en soi de mandat ad hoc n'a aucune valeur que celle de tout contrat. D'accord? Donc, il n'y a pas d'autre valeur que celle-ci. Mais enfin, il y a quand même une force obligatoire entre les signataires, même si ces signataires, comme je vous l'ai dit, les efforts qui sont consentis par les créanciers, ce sont des efforts qui sont librement consentis.
Concernant les atouts et les faiblesses de la conciliation, finalement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec 2 ou 3 points sur lesquels je voudrais revenir. Hem, Tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé, on n'a pas encore évoqué, comment dirais-je, des mesures que vous pouviez avoir le cas échéant en matière de conciliation. En fait, souvent et ça se passe, bon, c'est vrai plutôt dans les dossiers un peu significatifs, mais vous pouvez avoir à un moment donné un partenaire qui va redonner des moyens, financiers à votre entreprise. Quand c'est le cas, on ne le fait jamais en mandat ad hoc parce que et on le fait toujours en conciliation, que vous soyez en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours ou que vous ne soyez pas en état de cessation des paiements, parce que la loi prévoit qu'il y a un privilège à celui qui soutient l'entreprise, alors qu'elle se trouve dans cette situation. C'est ce qu'on appelle le privilège de nue monnaie et c'est donc un privilège qui va donner à celui qui vous redonne des moyens financiers, c'est souvent les banques, hein, mais pas toujours. On pourrait imaginer que ce soit d'autres, et donc des prêteurs, des simples prêteurs qui ne seraient pas forcément, qui ne seraient pas des banquiers, mais là on rentre dans une technique, de financière, peu importe. Et on n'a pas ce qu'on appelle le privilège de nue monnaie et dans le cadre de la conciliation, c'est un atout. On vous donne la possibilité de trouver un partenaire qui va remettre des fonds dans votre entreprise, mais en même temps, ce partenaire, il va bénéficier d'un privilège qui va passer devant le privilège de tous les autres, à l'exception du privilège des salariés. Et donc ce privilège de nue monnaie, c'est un privilège important parce que effectivement, il permet, vous avez un partenaire qui rentre, mais vous lui donnez la sécurité de passer avant tous les autres si jamais il y avait une difficulté. Sur la cessation des paiements, on y reviendra tout à l'heure. Il y a également, ce qui est important en conciliation, une protection des garants. Et donc, les garants, les cautions ne peuvent pas être appelés durant le protocole de conciliation étant qu'il fonctionne. Tout à l'heure, je vous ai parlé des délais de grâce qu'on pouvait demander. Je vous ai dit en conciliation, si votre interlocuteur, si on vous demande un paiement, vous pouvez demander même aux dettes fiscales, vous pouvez demander des reports de ce qui est dû, et ça, vous ne pouvez le faire qu'en conciliation. Vous avez également la possibilité, c'est important, ça n'était pas le cas il y a encore quelques années, la possibilité de remise de dette des créanciers publics. Donc, vous voyez, la conciliation, il y a quand même beaucoup d'atouts. L'inconvénient, c'est qu'il faut que ce soit une procédure qui se mette assez vite en place. Donc, vous avez 5 mois. Alors, ça peut vous paraître long, mais en fait, l'expérience montre que finalement, des procédures de conciliation, puisque vous avez le privilège de nue monnaie, parce que vous avez des remises de dettes qui peuvent être demandées, des délais des étalements qui sont beaucoup plus significatifs. Il y a 2 inconvénients, c'est qu'il faut que ça se fasse vite et 5 mois, c'est jamais trop pour mettre en place ces mesures. Et puis, vous avez c'est le principe. C'est un autre inconvénient. Vous avez la publicité qui est attachée à l'accord homologué parce que la plupart du temps, notamment lorsqu'il s'agit des banques, les banques viendront vous demander à ce que cet accord soit homologué c'est-à-dire un jugement est rendu par le tribunal et ce jugement, il est porté à la connaissance de tous. Pourquoi? Parce que les banques considèrent, à juste titre, que c'est une sécurité pour elles à l'égard de la procédure collective, d'une procédure collective éventuelle, et notamment si ultérieurement, puisqu'on est en conciliation, on est là pour sécuriser l'entreprise, elle peut être en cessation des paiements depuis 45 jours, mais il ne faut pas que si l'entreprise se trouvait demain en état de cessation des paiements. Donc, je rappelle, l'état de cessation des paiements, c'est l'impossibilité de faire face à son actif exigible. C'est les dettes échues dont on parle, jamais des dettes échoirs. Donc, impossibilité de faire face aux dettes échues avec son actif disponible. Et l'actif disponible, c'est les disponibilités et les actifs réalisables immédiatement ou à très court terme. Donc, on vous prend les dettes échues, mais il faut que vos actifs disponibles soient immédiatement réalisables à court terme. Et donc les banques, souvent, parce que le privilège de nue monnaie est souvent donné par et souvent les moyens financiers supplémentaires sont souvent donnés par les banques. Et le privilège de nue monnaie, finalement, c'est souvent elles qui vont en bénéficier in fine, et elles souhaitent, parce que c'est une sécurité supplémentaire pour elles, elles souhaitent que cela intervienne dans le cadre d'un accord homologué.
Alors, concernant, on va y revenir très rapidement, concernant les mesures Charles, je me permets de vous interrompre. Simplement, il est, ouais, il est midi 56, alors on va pouvoir déborder, hein, mais ouais, il ne faudra pas trop mais c'est jusqu'à quelle profiter heure? de ces timings. Excusez-moi, c'est jusqu'à quelle heure? 13h. Ah! Alors c'est pas du tout l'heure, vous verrez, c'est pas du tout l'heure qu'on avait dans la je pensais que c'était plus long, mais enfin, c'est pas grave. Alors je vais aller rapidement alors Voilà. effectivement. Merci, On va déborder un peu parce que j'avais prévu un autre horaire, mais c'est pas grave. Donc vous verrez que, l'adaptation de la procédure en fait, en plus, les 2 autres points, c'est pas les points les plus importants parce qu'on va souhaiter que tous nos amis qui nous écoutent ne se retrouvent pas en état de cessation des paiements et en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Donc j'irai le plus rapidement au dernier point qui me paraît aussi important. En fait, ce qu'a prévu la crise sanitaire, c'est que, en réalité, il fallait absolument qu'on on aide les entreprises à apprécier de manière la plus opportune l'état de cessation des paiements et c'est la raison pour laquelle on a considéré que les procédures de mandat ad hoc et de conciliation pouvaient être ouvertes à partir du moment où l'entreprise n'était pas en cessation des paiements au 12 mars. Donc même si vous êtes en cessation des paiements aujourd'hui, à partir du moment où vous rapportez la preuve que vous n'étiez pas en cessation des paiements le 12 mars, vous pouvez solliciter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou conciliation. Ça veut dire, si vous avez un problème de PGE, si vous avez un problème avec quiconque, si vous avez un problème immobilier ou autre, si vous rapportez la preuve qu'au 12 mars, vous n'étiez pas en état de cessation des paiements, vous pouvez ouvrir une procédure de mandat ad hoc et conciliation. C'est fondamental. Et puis, le texte a prévu autre chose, c'est que la prolongation de la durée maximale de la conciliation, elle a été prévue, prolongation automatique pour toutes les procédures en cours pendant l'état d'urgence allaient être prolongées. Et aujourd'hui, par exception, si vous voulez, d'une part, les procédures de conciliation peuvent durer jusqu'à 10 mois et le délai de carence dont je vous parlais tout à l'heure entre deux conciliations a été supprimé. Ça veut dire quoi? Vous pouvez ouvrir une première procédure de conciliation, même si vous avez passé le délai, le conciliateur, excusez-moi, j'accélère, le conciliateur va à ce moment-là dire ben, j'ai pas trouvé d'accord, mais vous pouvez tout de suite derrière réouvrir une conciliation. Il y a plus de délai de carence entre deux conciliations. C'est très important. Et donc, aujourd'hui, le mandat ad hoc et la conciliation sont parfaitement adaptés à toutes les situations de difficultés, de tensions que vous pouvez avoir avec, peu importe l'interlocuteur, avec tous ceux aujourd'hui avec lesquels vous auriez des difficultés. Alors, Jean-Charles, excusez-moi de vous réinterrompre, mais effectivement, on me dit qu'on a indiqué 13h30 dans l'invitation. voilà, Donc, c'est ça, c'est ce que voilà. j'avais noté. Donc, dans ce cas-là, si les participants ont bien prévu d'être retenus jusqu'à 13h30, et vu que c'est effectivement très intéressant, je vous laisse prendre Donc, votre temps et voilà, donc planter je ce point. n'accélère plus alors, je n'accélère plus. Redécélérer, voilà. D'accord. Donc voilà, donc vous voyez que ce mandat ad hoc et cette conciliation, pour moi aujourd'hui, c'est votre réflexe. Hein. Vous avez mis en place les mesures urgentes saison 1, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez plus ou moins du frottement. On appelle ça chez nous la friture sur la ligne. Vous avez plus ou moins de friture sur la ligne. Vous avez votre plan de trésorerie. Vous vous dites à tel moment, je vais être dans une situation irrémédiablement compromise, l'état de cessation des paiements, ou bien je peux tenir jusqu'à tel moment. Ah ben, j'ai pas pu mettre en place le report de mes loyers, ben, je peux peut-être faire ça, ou bien mes charges fiscales et sociales, voilà où j'en suis. Chômage partiel, j'imagine que tout le monde l'a fait à 100%. Bref, vous voyez, vous êtes encore dans une période où vous pouvez tenter d'apprécier tout ça et de vous dire, je vais mettre en place le mandat ad hoc ou la conciliation. Je vais m'arrêter quelques instants. Donc, on est, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a donc fini ici. On va en fait parler un petit peu de la sauvegarde, parce que vous allez voir que la sauvegarde est intéressante. Et puis, on ira rapidement sur le redressement et la liquidation judiciaire. Je vous dirai juste quelques mots. Vous l'aurez dans les slides de toute manière. Et donc, maintenant, on se trouve dans des procédures qui ne sont plus des procédures amiables et confidentielles. On se trouve dans des procédures collectives, publiques, parce qu'un jugement va être rendu. Alors, tout d'abord, on est dans la procédure de sauvegarde. Cette procédure de sauvegarde, vous l'avez entendu il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui s'intéressent et qui regardent ce qui se passe un peu dans les réseaux, parce que vous avez deux réseaux qui ont utilisé la procédure de sauvegarde très récemment. Vous avez d'abord un réseau qui était dans le blanc, la société MDA,
j'en parle, tout ça est public, hein, donc je n'ai pas de problème pour parler de ça, MDA qui vient nous dire, et c'était audacieux, on va dire ça comme ça, qui vient nous dire, moi je ne suis pas en cessation des paiements, et c'est vrai que la cessation des paiements, c'est le critère numéro 1 de la procédure de sauvegarde, vous ne devez pas être en cessation des paiements, et qui vient dire, moi je ne suis pas en cessation des paiements, j'ai une très bonne trésorerie, j'ai beaucoup de stock, alors on lui dit tout va bien, mais pour autant, je me mets en sauvegarde. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il utilise le texte, donc vous avez le texte là-haut, en disant finalement, aujourd'hui, je ne suis pas dans une situation qui apparemment n'est pas une situation difficile. Il a probablement fait son plan de trésorerie dont je vous parlais tout à l'heure jusqu'à la fin de l'année. Et il s'est dit, en fonction de la situation dans laquelle je vais me trouver, ça risque de devenir compliqué. Là, pour l'instant, je ne sais pas s'il a recouru ultérieurement au PGE ou pas, parce que bon, au début, mais vous mettant en sauvegarde, vous ne pouviez pas recourir au PGE. Maintenant, les règles se sont assouplies, mais en tout cas, c'était l'argumentaire d'il y a 15 jours ou d'il y a 3 semaines. Et donc, finalement, c'est cohérent. Il a les moyens, il a certains moyens, il a du stock, il a de la trésorerie sans doute, etc. Mais il se dit, si je ne sais pas comment on va en sortir, ça risque d'être compliqué. Et l'avantage de cette procédure, c'est que vous en sortez comment? Vous n'êtes pas en cessation des paiements, vous avez des difficultés que vous n'êtes pas en mesure de surmonter seul, pas en cessation des paiements, vous n'êtes pas en mesure de les surmonter seul, mais l'objectif que vous allez poursuivre, c'est d'obtenir un plan de continuation où vous allez demander à ce que vos dettes antérieures soient apurées sur une durée de 10 ans. Autrement dit, si vous êtes dans pour cette situation de la sauvegarde, alors même que l'entreprise n'était pas dans un état de cessation des paiements, puisque c'est le préalable, bon, l'entreprise se dit, peut-être a-t-elle beaucoup de dettes, mais de dettes bancaires qu'elle paye régulièrement avec un échéancier, ou peut-être même a-t-il d'autres dettes, on n'en sait rien, mais il se dit finalement, j'anticipe des difficultés et je me mets sous la protection du tribunal. L'avantage de cette procédure, c'est que c'est le dirigeant qui va élaborer son projet de plan de continuation, et que le dirigeant, c'est lui qui va décider seul du sort de la procédure ou pas. À partir du moment où il n'est pas en état de cessation des paiements, à partir du moment où il a une solution, à partir du moment où il ne fait finalement qu'anticiper judiciairement, et non plus dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, procédure amiable et confidentielle, à partir du moment où il va anticiper judiciairement sa situation, il anticipe finalement une sortie qui va lui permettre de conforter sa position et qui va lui permettre de se sécuriser sur le plan financier. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de poursuite des garants, et les garants pourront se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au bout de quelques mois de sauvegarde, je dépose un plan qui est homologué par le tribunal, je suis caution, je n'aurai pas de difficulté, puisque de toute façon, tant que je respecte mon plan, les cautions ne peuvent pas être appelées. Et puis, de la même manière, pendant la procédure, les cautions ne peuvent pas être appelées. Donc, il y a aussi une disposition sur les rémunérations du dirigeant, puisque en matière de sauvegarde, on ne peut pas limiter la rémunération du dirigeant, alors qu'en redressement et en liquidation judiciaire, la rémunération du dirigeant peut être limitée. Donc cette procédure de sauvegarde, elle est intéressante. Et bon, en réalité, je pense, alors il y a eu 2 cas, hein. Vous avez le cas d'André, je ne sais pas si vous avez vu, mais André s'est retrouvé en sauvegarde. Et puis vous avez le cas de MDA, sans doute pour des raisons très différentes. André était sans doute très endetté, mais pas encore en état de cessation des paiements, parce que il y a sans doute peu de dettes, et puis la maison mère devait sans doute supporter le passif exigible. Donc ils étaient dans une situation où ils pouvaient le faire. Mais en même temps, ça va leur permettre de faire un moratoire sur de la dette sur une période de 10 ans. Bon. Et donc, ça me paraît, la procédure de sauvegarde, si vous n'êtes pas encore en état de cessation des paiements, il faut la regarder. Si vous pressentez, il faut la préparer. Si par exemple vous pressentez que, en fonction des conditions dans lesquelles la reprise va s'effectuer, vous risquez de vous trouver peut-être dans un certain délai en état de cessation des paiements, mais peut-être faut-il envisager la sauvegarde juste avant ou quelques temps avant que vous ne soyez en cessation des paiements. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça n'a d'intérêt que si vous arrivez aussi pendant la période
de sauvegarde à ne pas vous retrouver en état de cessation des paiements, hein. Donc il faut que, pendant cette période, vous puissiez, «garantir» entre guillemets, que vous ne vous retrouverez pas en état de cessation des paiements. Et c'est une procédure, pardon, on est là, c'est une procédure qui est extrêmement intéressante, bien encadrée, c'est une procédure idéale. En fait, sachez que cette procédure, elle est assez récente, elle a quelques années, et c'est une procédure parce le législateur, les praticiens, tout le monde se disait, bon, on a les procédures amiables et confidentielles, et puis sinon on a juste le redressement judiciaire. Et peut-être qu'entre les deux, il faut trouver une procédure un peu plus souple, un peu plus dans l'intérêt du dirigeant, qui lui donne un petit peu plus de latitude et qui lui permettra, s'il a bien anticipé et si c'est correctement organisé, qui lui permet d'anticiper ce qui est ensuite une procédure inéluctable du redressement judiciaire. Parce que là, effectivement, dans le redressement judiciaire, vous êtes dans un état de cessation des paiements qui est avéré, vous ne pouvez pas faire face à votre passif exigible, c'est-à-dire à vos dettes échues, avec votre actif disponible, c'est-à-dire avec votre actif qui est immédiatement réalisable ou à très court terme. Et là, vous êtes en état de cessation des paiements. Et là, vous avez trois solutions dans la procédure de redressement judiciaire. Soit vous allez, comme dans la sauvegarde, pouvoir déposer un plan ou présenter un plan, pardon, qui durera 10 ans. Soit vous allez avoir, malheureusement, vous allez être contraint de voir céder votre entreprise, c'est la cession globale de l'activité et des actifs. Soit l'administrateur, soit l'administrateur va, dans certains cas, présenter un plan, mais sans vous, hein. Et ça se produit dans certains cas. Vous avez un tiers, par exemple, qui accepte de rentrer au capital, et ce tiers qui accepte de rentrer au capital, il va prendre donc la majorité du capital, et c'est lui qui va présenter le plan. Dans certains cas, c'est des solutions qui s'imposeront à vous, et donc il faut faire très attention au moment du redressement judiciaire sur les solutions du redressement judiciaire. Et encore une fois, aujourd'hui, dans de très nombreux cas, la solution du redressement judiciaire, c'est la cession de l'entreprise. Et là, la cession de l'entreprise, elle vous échappe complètement, puisque le dirigeant de l'entreprise, la loi l'interdit, ne peut pas déposer une offre pour reprendre sa propre entreprise. Alors, je vous le dis comme ça, mais il y a des exceptions. Euh, Très certainement, lorsque vous êtes un exploitant d'établissements isolés, d'un ou deux ou trois établissements, ça sera compliqué. Mais c'est vrai que dans certains cas, pour des entreprises d'une certaine taille, avec beaucoup d'enjeux au niveau salarial, dans certains cas, le tribunal, avec l'accord du procureur de la République, autorise que l'actionnaire majoritaire reprenne l'entreprise dont il était pourtant aux commandes. Alors, les procédures se sont adaptées, c'est du technique, vous l'aurez dans le support qu'on vous remettra. Il y a eu une prolongation de plein droit de la période d'observation des plans de sauvegarde et des plans de redressement. La période d'observation, c'est entre le moment où le tribunal va ouvrir la procédure et le moment où on va trouver la solution. Donc, tous les délais, je dirais, ont été adaptés pour que tout cela fonctionne, et qu'en quelque sorte, pendant cette période de confinement et puis quelques mois ensuite, on arrive, donc vous voyez, on vise la période à compter du 24 août 2001 jusqu'au 24 février 2001. Ce sont des périodes pendant lesquelles on essaye de reporter des délais pour qu'effectivement on puisse adapter la situation en fonction de ce qu'elle va être, et surtout dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle va être, puisqu'on ne sait pas quelle va être la situation des entreprises et les conditions dans lesquelles celles qui sont en plan, qui sont en procédure ou qui sont en plan, vont pouvoir reprendre leurs activités. D'ailleurs, en fait, que ce soit le redressement judiciaire avec le report des délais ou la date anticipée au 12 mars et ces dispositions d'adaptation des procédures de sauvegarde et de redressement, c'est ce qui explique aussi en réalité aujourd'hui également que vous ayez finalement beaucoup moins de procédures que l'année dernière, parce que tout le monde a la possibilité d'attendre sur la situation de l'état de cessation des paiements, et finalement, tout le monde, sans doute, et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, il va y avoir la saison 2 du 11 mai jusqu'à l'été, parce que c'est là qu'un peu tout va se jouer et que tout le monde va à peu près apprécier la situation pour savoir
ce qui va se passer réellement à la saison 3 à partir du mois d'août ou du mois de septembre. Voilà. Et donc, cette adaptation de ces procédures de sauvegarde et de ce retraitement, ça a été très utile pour tout le monde. Chantal, j'ai une question que je vous pose tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc là, une question intéressante. Dans la procédure de sauvegarde, les garants aussi peuvent-ils se prévaloir du plan? Cela vaut-il également pour les GAPD, garanties à première demande? Je pense au contrat de bail notamment. Alors, dans le cadre du plan, oui, si vous passez un plan, in fine, mais il faut passer le plan. Voilà, mais il faut passer le plan. Okay. Alors, dernier point, je voulais pas terminer sans une note d'optimisme, parce que je crois que dans la période actuelle dans laquelle nous avons besoin d'optimisme. Et je le dis parce que on l'a constaté, vous savez, comme encore une fois, j'ai vécu plusieurs crises, hein, j'en ai vécu 3 des crises. J'ai vécu la crise de l'immobilier des années 97-2000. À cette époque, j'étais conseil de banque et j'en ai fait énormément. Des dizaines et des dizaines de dossiers où il y avait des marchands de biens qui étaient concernés. Cette crise, elle a été grave, mais finalement pas si grave. Bon. Puis après, on a eu la crise de 2007-2008, qui là a été beaucoup plus grave, puisque ça a été la crise des subprimes, et donc une crise qui était essentiellement financière. Et là, on a une crise qui est encore plus grave, qui est sans doute probablement, c'est pas moi qui le dis, la crise la plus grave depuis 1929. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé pendant toutes ces périodes de crise, eh bien, il y a toujours, en ces périodes de crise, des opportunités. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, en réalité, ces opportunités, certains s'organisent déjà, hein. Certains regardent déjà. Et certains anticipent déjà les difficultés des autres pour voir les opportunités qui vont pouvoir être saisies. En fait, et je crois qu'il ne faut pas en vouloir à quiconque, parce que finalement, on est dans une situation aujourd'hui où effectivement, ce qui doit probablement compter, et en tout cas, les pouvoirs publics, les juges, tous ceux qui ont un pouvoir de décision sur l'appréciation de ces situations. Qu'est-ce qui compte avant tout? Ce qui compte avant tout, c'est l'emploi. Ce qui compte avant tout, c'est la sécurité des personnes. Et ce qui compte avant tout, c'est la poursuite de l'activité économique. Et donc, aujourd'hui, à partir du moment où, peu importe les raisons, sauf si les raisons ont été malhonnêtes, mais là, ce sera autre chose. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'utilisation du PGE. Aujourd'hui, finalement, c'est ce qui doit dominer et c'est ce qui va dominer les professionnels dans les prochains mois. La sécurité de l'emploi, la préservation de l'outil économique et des entreprises. Bon. Et donc, ceux qui ne seront pas en mesure de poursuivre leur activité, soit parce qu'ils n'auront pas anticipé, soit parce que la situation va les contraindre. Aujourd'hui, la situation de ceux pour qui ne pourront pas rouvrir leur commerce ou quand ils vont réouvrir le commerce, les clients ne vont pas être au rendez-vous et qui n'auront pas trouvé les solutions, qui n'ont pas été suffisamment préventifs, etc. Ce sera et là, pour le coup, ce sera presque la faute de personne. Mais pour autant, il faudra qu'il y ait une continuité économique et pour autant, il faudra qu'il y ait trouver des solutions parce que c'est aussi la préservation de l'emploi et parce que la préservation de l'emploi, c'est aussi la préservation de l'intérêt économique national. Et donc, dans ces périodes, vous allez avoir ceux qui vont pouvoir passer cette période, ceux qui ne pourront pas, qui vont se retrouver en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, vous êtes encore dans une période où vous pouvez apprécier vraiment ce qui va essayer en tout cas, pas apprécier, essayer d'anticiper et de prévenir ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais pour ceux qui ne le pourront pas et qui vont se retrouver en état de redressement ou de liquidation judiciaire, il faudra qu'ils acceptent à un moment donné que d'autres se présenteront et que d'autres se présenteront avec des opportunités. Et donc, comme toute période de crise, et ce sera particulièrement la situation actuelle, comme je l'écris dans certains secteurs d'activité, eh bien, vous allez avoir, comme dans toute période de crise, des opportunités de reprise. Si vous avez passé la période
et si vous avez la capacité financière de le faire, si vous avez des perspectives qui vous paraissent favorables, eh bien, ces opportunités de reprise, elles peuvent se présenter à tout moment. Elles peuvent se présenter en prévention, parce que vous entendrez peut-être parler qu'un tel ou un tel a des difficultés et que s'il ne trouve pas des solutions, il sera peut-être bien content que vous alliez le voir. Ça se passe tous les jours, hein. Donc il ne faut pas être timide sur ces sujets-là, hein. Si tous les jours, vous avez un concurrent ou un financier ou un entrepreneur qui va voir un autre entrepreneur qui sait qu'il a des difficultés, ils essayent de trouver des solutions en prévention. Ça peut être aussi une solution alors que l'entreprise est en sauvegarde. C'est plus embêtant quand c'est en redressement ou liquidation judiciaire parce que là, ça va s'imposer à vous. Bon. Mais donc, vous avez à toutes ces étapes, selon le cas, que la reprise soit amiable, en mandat ad hoc ou en conciliation, des administrateurs judiciaires nous écrivent pour nous dire est-ce que vous seriez intéressé à regarder tel ou tel dossier. Ils ne nous disent pas la situation parce que en mandat ou en conciliation, ça doit rester secret, mais on est sollicité, les professionnels, ceux dont on sait qu'ils peuvent représenter des entreprises qui recherchent des opportunités. Parce que si vous êtes dans un cas où vous allez avoir des opportunités dans un cadre juridique qui est encadré, là, vous avez la contrainte de la procédure. Et là, vous êtes encadré par le texte qui vous dit, qui impose les conditions dans lesquelles une offre de reprise peut être faite. Je ne m'étends pas trop sur ces sujets-là parce que vous voyez, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cliquets possibles, il y a beaucoup de situations possibles et je ne pouvais pas vous en parler comme ça ce matin de manière détaillée. Mais sachez que les opportunités sont là et elles vont être là. Donc, pour les franchisés, c'est peut-être d'autres établissements. Je vous donne juste un exemple parce que cet exemple est public. Vous prenez l'exemple de la halle, par exemple. Eh bien, on sait que la halle, des établissements vont être à reprendre. On le sait. Bon, c'est public. On ne trahit aucun secret. Eh bien, vous allez avoir probablement des franchisés voisins qui vont vouloir déspécialiser les commerces et qui, alors qu'on avait la halle, vont vouloir la transformer dans un autre commerce. C'est une opportunité de la procédure. Celui-là, vous le comprenez tous. Simplement, ce que je dis, c'est que, alors pour ces opportunités, il faut, et je vous le dis, évidemment, vous pouvez penser que je prêche pour notre activité, mais ne le faites pas sans un professionnel, qu'il soit expert comptable ou avocat, ne le faites pas tout seul parce qu'il y a tellement de paramètres pour qu'une reprise d'entreprise soit réussie qu'il faut vraiment que vous ayez un professionnel à vos côtés. Hein, donc, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, et je le dis toujours, il ne faut pas être dans la perspective de faire une bonne affaire. La bonne affaire de la reprise d'une entreprise en difficulté, elle est souvent mauvaise conseillère. Hein, ce n'est pas du tout l'esprit qu'il faut avoir. Dans tous les cas, si vous envisagez, parce qu'une reprise d'entreprise en difficulté, d'un commerce en difficulté, cette reprise, elle doit s'apprécier comme tout dossier d'acquisition, avec ses forces, ses faiblesses, ses avantages, ses inconvénients, le potentiel de l'entreprise, la structuration juridique et financière, votre capacité à réaliser cette opération, les CAPEX, c'est-à-dire les investissements dont vous allez avoir besoin, etc., etc. Mais la période qui s'ouvre, et je vais terminer là-dessus, la période qui s'ouvre, elle va être une période de formidable opportunité. Parce que malheureusement, elle va être compliquée. Elle va être compliquée pour que tout le monde arrive à trouver les bonnes solutions. Je vous disais tout à l'heure, hein, je vais d'ailleurs remettre cette slide parce que cette slide, elle me paraît fondamentale. Parce que vous allez aussi avoir des dirigeants qui vont savoir ou pas comment faire face à la crise. On a tous nos faiblesses. C'est pas simple la situation qu'on vit. Et chacun réagit en fonction de sa personnalité. Et donc, même si vous faites votre maximum, et même si certains font leur maximum, ils n'y arriveront pas, et ça ne sera pas de leur faute. Mais pour vivre cette période, quelle qu'elle soit, il ne faut jamais rester seul. Et si vous arrivez à la passer, ce que bien sûr, je souhaite à tout le monde, il faut aussi anticiper d'une certaine manière les opportunités que cela va pouvoir vous donner. Encore une fois, et il ne faudra pas vous en vouloir en quelque sorte de vouloir aussi examiner ces opportunités.
parce que si vous ne le faites pas, d'abord le voisin le fera, et parce que essayez d'apprécier ces opportunités, essayez de voir dans quelle mesure elles peuvent être utiles à l'entreprise ou à votre entreprise ou à votre activité. C'est aussi d'une certaine manière permettre à votre activité de continuer à exister. Donc ces opportunités, elles sont réelles, elles vont être nombreuses. Aujourd'hui, des fonds d'investissement se créent pour cela, des commerçants se regroupent pour cela, des actionnaires de référence dans certaines organisations s'organisent pour cela, des chefs d'entreprise indépendants dans les régions s'organisent pour cela. Il faut que vous le fassiez également parce que c'est inhérent à la période que nous traversons et que là encore, certains arriveront mieux que d'autres à tirer les opportunités de cette situation. Et il faut le faire parce que ça fait partie de notre monde économique et ça fait partie de ce qui est constaté depuis qu'il y a des crises. Et je vous ai donné les deux exemples de la crise de l'immobilier où beaucoup comment dirais-je, ont réussi à avoir de très belles opportunités. Je ne parle même pas de ce qui s'est passé après la crise des subprimes où des entreprises entières ont été cédées dans des conditions opportunes et en tout cas dans de bonnes conditions pour ceux qui les ont reprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis prêt à répondre à quelques questions pour tenir notre timing de 13h30. Merci beaucoup, Jean-Charles. On est encore 76, donc vous voyez, tout le monde est resté relativement assidu parce que vous avez abordé des propos capitaux et indispensables à nos entreprises. Alors effectivement, une petite série de questions. Il n'y en a pas énormément, donc je vous les pose. Une petite question dans la procédure de sauvegarde. Les dettes de loyer, dettes fiscales et sociales peuvent-elles être échelonnées sur 10 ans? Oui. Oui. Bon, on a la réponse. Ensuite, j'avais une question. La caution du dirigeant qui a été prise lors de l'obtention d'un financement bancaire est-elle appelée, même si on a choisi la procédure de sauvegarde? Non, parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous l'avez, la procédure est suspendue pendant la procédure de sauvegarde et le plan bénéficiait à la caution. Le plan bénéficie aussi à la caution. Ouais. Il faut que ce soit bien entendu. Effectivement, c'est sur vos slides. Ouais. Vous Il l'avez, y a aussi... ouais, vous l'avez ici. Voilà. Je connais pas les articles par cœur, hein, donc Ouais, bien sûr. L626-11. Voilà, Voilà. L626-11 pour la personne qui posait la question. On a aussi des merci, des remerciements, donc je passe. Mais voilà, on a une autre question qui m'a aussi été posée. Bonjour, concernant alors, je ne sais pas si vous pourriez répondre concernant le PGE pour les franchisés en commission affiliation, donc pour les commissionnaires affiliés, le chiffre d'affaires retenu et celui de la commission et celui, alors pardon, ça remonte, et celui après la commission déduite du franchiseur. Du coup, le PGE octroyé est faible par rapport au chiffre d'affaires réellement réalisé. Effectivement, il calcule le chiffre d'affaires en Oui, proportion. alors, Oui, c'est logique. Dans la commission affiliation, le propre, c'est que le franchiseur a sa commission, le franchisé a sa commission, et le chiffre d'affaires de chacun est constitué de la commission qui lui revient. C'est le système qui veut ça et la loi s'applique indistinctement aux commissionnaires affiliés, pas plus ni moins qu'aux autres. Mais effectivement, avec la déduction de cette commission qui revient au franchiseur pour ce qui concerne du franchisé et inversement. c'est vrai que ça peut paraître injuste, mais en réalité, le PGE est fait pour apprécier, pour vous donner une capacité financière supplémentaire pour faire face à une trésorerie défaillante au regard d'un périmètre d'activité réel. Votre périmètre d'activité réel, c'est pas celui, enfin c'est celui-là. Il est contraint, mais il est contraint parce qu'il y a d'autres sommes reviennent aux franchiseurs. Donc ça me paraît pas anormal en fait que ça fonctionne ainsi. Effectivement, alors on a le retour de cette personne qui nous dit merci, mais du coup, j'ai le droit à un prêt de 23 000 euros au lieu de 57 000 euros. Donc, bah oui, mais voilà. Mais il a déjà eu son prêt, c'est déjà bien. Ouais. Alors, il y a une question, effectivement, moi aussi, j'avais envie de vous poser, mais je ne sais pas si vous pouvez nous répondre. C'est quels sont les 3 secteurs les plus impactés par cette crise? Vous l'indiquiez en début de présentation.
Alors, j'ai pas tout en tête. D'accord. Je vais vous les donner, hein, deux secondes. Je vais vous les donner rapidement. Il faut juste que je cherche le. On a fait un document en fait. J'ai pas tout en tête. Il y en a 22. Il y en a D'accord. parce qu'il y Je a ça. pose une autre question en Oui. attendant, qui sera peut-être plus à destination de François-Luc pour le coup. Quel est votre conseil pour un franchiseur? Si un franchisé vous indique qu'il a besoin de soutien financier de la part de son franchiseur, sinon il sera en dépôt de bilan. La question de l'accompagnement, ouais. Je vais répondre. Je pense que notre sujet ici aujourd'hui, on a beaucoup de franchiseurs et de franchisés. Si vous voulez, dans la relation entre le franchiseur et le franchisé, je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne position parce que, ou qu'on essaye d'exprimer. Je pense qu'il va y avoir des discussions entre franchiseurs et franchisés. Dans la présentation qu'on vous fait, vous voyez bien qu'il y a des moyens de discuter, il y a des solutions pour discuter. Nous, les franchiseurs que nous représentons jusqu'à présent, tout le monde discute et tout le monde fait preuve de compréhension. Donc, je pense qu'il faut rester sur cette vision du dialogue entre franchiseurs et franchisés. Et si le dialogue n'est pas suffisant, vous avez des clés ce matin pour essayer d'avancer. Voilà. Je crois qu'il faut juste répondre ça. Oui, c'est une Hein. réponse, effectivement. Alors, la question qui suit, c'est, et là, c'est plus François-Luc, est-ce que le rôle du franchiseur, selon vous, est de lui préconiser aussi ses procédures à ses franchisés? Alors, préconiser, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, oui, François-Luc, je te vois. Le franchiseur ne préconise rien. Bah oui. Voilà, mais Oui, il décide de rien, il peut éventuellement formuler des recommandations, mais le franchisé, comme chacun le sait, est un indépendant. Indépendant. sur les secteurs d'activité, pour revenir sur le sujet des secteurs d'activité, donc des secteurs sur les qu'on a identifiés les plus compliqués certainement, ce qui intéresse directement la franchise, le plus en tout cas la franchise, c'est les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Tous les secteurs qui sont liés au tourisme et aux loisirs. Et ensuite, les secteurs qui sont liés oil and gas, c'est-à-dire le pétrole essentiellement et toutes les activités qui sont liées autour du pétrole, et tous les secteurs qui sont liés au transport. Donc, transport, hôtellerie, restauration et toutes les activités de loisirs. Et ensuite, ça, c'est les plus impactés. Ces 4 secteurs sont les plus impactés. Et ceux-là, pour lesquels les solutions risquent d'être compliquées. Et ensuite, juste avant, donc c'est le troisième plus impacté, hein, donc je vous avais dit il y avait 4 groupes. Dedans, vous avez quasiment tous les secteurs majeurs de la franchise en fait. Hein. Donc vous avez tous les accessoires et le footwear. Hein. Vous avez tout ce qui concerne beaucoup de retail, il faut bien dire les choses comme elles sont, hein. Beaucoup de retail à part l'alimentaire. Et donc, c'est des secteurs qui effectivement sont des secteurs. Alors maintenant, des secteurs qui seraient des secteurs de la franchise, par exemple, liés à l'éducation, sont moins touchés. On les a mis en catégorie 2. Mais c'est vrai que beaucoup de secteurs de la franchise, tels que vous les connaissez, sont aujourd'hui pour nous en catégorie 3. Que vous compreniez, ça n'est pas quelque chose qui sort de la tête de Jean-Charles et de François-Luc Simon seulement. On n'a pas du tout cette prétention-là. En fait, c'est une analyse qui est faite par un certain nombre d'acteurs, aussi par les banques d'affaires, aussi par tous ceux qui font de la stratégie. Donc, il y a des organismes qui sont spécialisés dans la stratégie, dans la prospective de sortie du Covid, enfin de stratégie d'une manière générale économique, mais qui là se sont penchés bien sûr sur la stratégie post-Covid. Et donc, de tout cela naît une réflexion globale où les analyses de tous sont celles que je viens de vous dire. 4 groupes. Et donc, pour ce qui concerne le retail, essentiellement en troisième groupe. Donc, c'est quand même un groupe déjà dégradé. Hein. C'est le groupe qu'on appelle slow recovery, c'est-à-dire retournement lent. Et donc, sur ce groupe Slow Recovery, vous allez trouver la plupart des entreprises du retail et de la franchise. Et le difficult, c'est-à-dire retournement à difficulté, donc le plus compliqué, c'est celui que je vous indiquais juste avant,
Bon, mais si vous voulez, ces secteurs ont été classés ainsi parce que il fallait bien trouver des classements et en même temps, si demain parce on n'est pas devin en réalité, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Tout va dépendre du comportement des consommateurs, surtout dans les activités de franchise et de retail. Si le consommateur demain, on lui donne la possibilité de se déplacer et de revenir et que les organisations se mettent en place pour, au moins dans un premier temps, c'est-à-dire pendant les 2 ou 3 premiers mois de sortie du déconfinement pour faire en sorte que les choses s'organisent, heu, les choses s'amélioreront. Mais je ne sais pas si, par exemple, certains restaurateurs, j'ai entendu dire ça, prennent la décision de mettre des parois en plastique entre deux tables, ce qui est sans doute très très bien de faire, ou qui vont espacer les tables. Je ne sais pas quelle va être j'ai entendu hier, je ne sais pas quelle va être la décision qui sera prise par le consommateur. Est-ce qu'on va avoir envie de venir dans ces établissements? Quand tu es dans un commerce qui est un commerce de vêtements, comment va être le comportement du client à partir du moment où il va peut-être devoir attendre parce qu'il y aura trop de monde dans le magasin. Est-ce qu'il va attendre? Est-ce qu'il va pas attendre? Comment ça va gérer? On n'en sait rien en fait, hein. Et concernant les consumer goods, hein, tout ce qui est les biens de consommation, on l'a mis en catégorie 2, celui-là. Celui-là, on l'a mis en catégorie 2 parce qu'on a considéré que, voilà. Et évidemment, tout ce qui est food and beverage, c'est-à-dire tout ce qui est la nourriture, on l'a mis en catégorie 1, qui est ce qu'on appelle le fast recovery, parce que là, ça va revenir très très vite. Donc on est comme tout le monde, et tous ceux qui réfléchissent autour de ces sujets-là sont comme tout le monde. Ils sont un peu dans l'expectative, mais on va le savoir très très vite, hein. C'est-à-dire que je pense qu'à fin juin, on va voir. On verra. Ça dépendra aussi beaucoup de ce qui va se passer dans les entreprises. Quand vous prenez une entreprise comme la nôtre, mais comme toute entreprise de service, et que les entreprises de service, on les a mis, comment dirais-je, en catégorie 3 et 4 en fonction de la nature des services. Bon, ça va dépendre de la manière dont on s'organise. Si effectivement, comme je prends juste cet exemple, si effectivement on se retrouve dans des situations où le télétravail dans les activités de service, ou d'une manière générale, ça va être la règle et le présentiel l'exception. Pour le commerce, les cafés et restaurants de centre-ville ou de proximité, et les commerces et les autres commerces, ça risque d'être compliqué. Voilà, bon, donc on ne sait Ouais, pas en réalité. Donc on a d'accord. essayé de classer ça comme ça, voilà. Écoutez, il y a encore des petites questions, mais là, il est 13h33. Je ne voudrais pas qu'on déborde Ah, trop le bon, timing. Je peux vous en poser la dernière, hein, ou les 2 dernières, allez. les deux dernières. PGE pour un franchiseur dont la trésorerie n'est actuellement pas défaillante. Peut-il néanmoins être utilisé pour des rachats de points de vente de franchisés insolvables dont l'idée est de préserver le volume du réseau? Autre question, peut-on cumuler pré-rebond et PGE? Alors, sur la première question, très franchement, le PGE est pas fait pour ça. Ouais. Après, non, même si votre trésorerie est bonne et bon, maintenant, vous savez, la question que vous posez, je suis sûr que beaucoup vont l'appliquer ainsi. Voilà. Mais ce n'est pas fait pour ça. Mais beaucoup vont l'appliquer ainsi. Et tout le monde sait d'ailleurs que le fait de pouvoir ensuite transformer son PGE à 5 ans permettra à un certain nombre d'entreprises de saisir les opportunités. On va se retrouver en mars 2021, à peu près en avril 2021 pour le faire. Et d'ici là, beaucoup auront disparu ou pas et des opportunités vont se présenter. Ce n'est pas l'essence du PGE, mais on sait très bien que ça peut se produire. Alors ça, je pense qu'on vous le reprochera moins que si c'est pour augmenter le salaire du dirigeant, ou si c'est pour prendre les dividendes et payer les dividendes qui sont en réserve. Mais bon, c'est pas le PGE, hein, c'est pas l'utilisation. J'ai pas le souvenir qu'il y ait une incompatibilité de cumul entre le rebond et le PGE. À voir. Ça, incertain ma réponse. D'accord. Alors, je regarde les questions. Je crois que je n'en ai pas oublié. Il y a une question ouverte, hein. Est-ce le bon moment pour se lancer en franchise? Bon, ça, je ne sais pas si on peut vraiment y répondre. Il y en a eu des meilleurs. Il y en a des meilleurs. Voilà, il y a aussi une question des activités B2B.
peut-être, ça dépend de quoi on parle, les franchises B2B, peut-être moins effectivement impactées, moins dans les zones rouges que celles que vous Alors citiez oui, du retail. c'est-à-dire que vous avez, je pense qu'il y a plusieurs types d'activités B2B. Ouais. Nous, si vous êtes dans l'éducation, par exemple, une activité B2B dans l'éducation, aujourd'hui, on vous dira, alors j'ai un cas très précis en tête, hein, puis c'est un cas précis parce qu'on conseille une entreprise qui fait du B2B dans l'éducation. On est finalement assez surpris de la manière dont tout ça s'est organisé. Et finalement, on est en fast à moderate recovery, c'est-à-dire un retournement finalement assez rapide. Et sur ces activités-là, on n'est pas très inquiet. Vous avez pour les startups, je ne l'ai pas mis, mais vous avez des startups qui sont en difficulté. L'État fait beaucoup, hein, pour les startups, mais on voit bien qu'il y a des startups qui s'en sortent très très bien aujourd'hui dans la situation actuelle. Donc sur le B2B, je dirais que sur le B2B, bon, alors c'est vrai que vous avez vous avez des activités, qui sans doute sont des activités qui ont beaucoup souffert, hein, des activités de services dans les entreprises. Celles-là, elles ont dû beaucoup souffrir. Je crois que ça dépend sur le B2B. Hein. Il y a de d'y tout. répondre, effectivement. Il existe le pré-rebond digital. Oui, c'est Eric Luc, expert comptable, expert FFF, qui nous faisait cette précision en tout début d'intervention. BPI France et le Conseil supérieur lancent le pré-rebond full digital. Ok. Ah, très bien. Merci Eric pour l'info. Alors, modestement, on ne sait pas tout parce que tous les jours, il se passe quelque chose. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'information. C'est ça. Je vais de ce pas regarder de quoi il s'agit. Voilà, merci en tout cas Eric pour cette précision. Il n'y a plus de questions à s'afficher. Je vais clôturer. Je ne sais pas si vous voulez redire un mot, François-Luc. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, je crois qu'on a tout dit. D'accord. Je voulais vraiment infiniment vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous sur un sujet pas très agréable pour nos entreprises, mais indispensable. Donc, merci beaucoup pour votre partage. Je vous préviens, indique que jeudi prochain, nous ferons un webinaire sur le droit social dans l'optique du déconfinement que doivent mettre en place les chefs d'entreprise avec la question de la responsabilité de l'employeur. Un sujet également ardu, mais auquel il va falloir se frotter dans l'optique, encore une fois, du 11 mai. Et plus généralement, je voudrais vraiment remercier tous nos experts avec lesquels nous travaillons très étroitement dans cette période compliquée. La FFF, nous sommes 10, mais nous pouvons largement nous appuyer sur ce collège qui est très riche. Vous voyez, depuis un mois et demi, on essaie vraiment de vous fournir des webinaires, diffuser des webinaires sur des sujets assez vastes qui, nous l'espérons, répondent à vos problématiques. La phrase du début, c'est de ne pas rester isolé dans ces moments difficiles. Et j'espère que la FFF peut être un relais pour vous tous, pour que nous puissions répondre à vos questions, vous réorienter lorsque c'est nécessaire. Voilà. Un grand merci à tous pour votre participation et de nouveau un grand merci au cabinet Simon pour ces éclairages. Merci, à bientôt. À bientôt, merci à tous. Et on a un petit sondage qui s'affiche si vous pouvez prendre 2 minutes pour y répondre. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.